Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT. Nous sommes le mardi 2 février. Voici les titres que nous allons développer durant les 13 prochaines minutes. Après de nombreuses tergiversations, c'est finalement quasiment sûr, la seconde ligne du tramway angevin ne verra pas le jour avant 2022. Explication en début de JT. Ils ne resteront plus à la porte. Les pompiers du département auront désormais accès à tous les immeubles des bailleurs sociaux du Maine-et-Loire. On en parle dans un instant avec notre invité du jour, Nicolas Quélin, du SDIS 49. Enfin, Reims-SCO, c'est l'affiche de la 24e journée de Ligue 1. Un match qui se jouera mercredi soir à l'extérieur avant la réception de l'OL samedi après-midi. Les enjeux de ce déplacement à suivre. Je vous le disais dans les titres, l'information du jour, c'est la ligne B du tramway angevin repoussée à 2022. Une information de nos confrères du Courrier de l'Ouest. Impossible en effet de réaliser cet énorme chantier sans augmenter les impôts. Les élus de l'agglomération ont donc décidé de repousser au mieux en 2019 le début des travaux. Plus d'explications dans ce reportage de Fabrice Gadon. Même si la décision ne sera validée que le 15 février prochain, lors d'une séance de conseil d'agglomération, on sait d'ores et déjà que la seconde ligne de tramway verra le jour au plus tôt sur l'agglomération angevine en 2022. Depuis plusieurs mois déjà, les élus évoquent en effet un contexte budgétaire compliqué. En février 2015, lors de son passage dans l'émission Quai des Carmes sur notre antenne, Marc Laffineur, vice-président de l'agglomération en charge des finances, avait déjà émis des doutes sur la probabilité d'une mise en service de cette seconde ligne de tramway avant 2020. La décision de réaliser la deuxième ligne n'est pas encore prise. On verra. Il y aura un vote très prochainement. Il y aura un vote sur la mise en place d'une DUP, sur une demande de déclaration d'utilité publique. On voit bien que la machine se met en route. Oui, mais ça peut être. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait une deuxième ligne de tramway sur l'agglomération. Vous en avez déjà une à veille. Après, c'est la date de construction qui est importante aussi. En l'état actuel de vos possibilités budgétaires, vous seriez favorable à sa construction dans la mandature qui vient de cette deuxième ligne de tramway? Ce qui semble être le souhait de Christophe Béchu, est-ce que c'est le vôtre également? Je crois que ça se discute. Et que dans la situation actuelle, ce sera difficile. Le 22 janvier dernier, les maires de l'agglomération, réunis pour examiner ce délicat dossier, ont donc apparemment décidé de trancher dans le vif. Pas question d'investir 245 millions d'euros hors taxes dans cet équipement, sous peine de devoir augmenter les impôts. Pour Christophe Béchu, cette décision ne remet pas en cause la construction du pont des Treilles prévu en 2018. Le report de ce projet, à n'en pas douter, va susciter de nombreuses réactions. Les premiers à le faire ont été Luc Belot et Fatimata Ami, élus de gauche à la ville et à l'agglomération, qui parlent, je cite, de l'intérêt général qui semble avoir été sacrifié au profit de calculs électoraux. Fin de citation. Ça nous semble tellement essentiel que l'on pensait déjà le dispositif en place. Il l'est depuis peu. Pour faciliter l'accès des pompiers aux immeubles collectifs, le SDIS 49 et les 4 principaux bailleurs sociaux du département viennent de s'associer. Concrètement, les pompiers vont désormais être équipés d'un pass pour rentrer dans tous les immeubles, gérés notamment par Angéloire Habitat ou Podelia. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Quélin du SDIS 49. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, la police, EDF et la Poste disposaient déjà de ce dispositif. Pourquoi est-ce que les pompiers n'ont-ils pas suivi? Donc, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que ce dispositif Vigic que nous adoptons aujourd'hui a été mis en place par la Poste pour la Poste et à l'origine n'intégrait pas les services police et pompiers qui ne le sont que depuis certaines années, que depuis quelques années vu l'intérêt de ce système. Donc il faut même savoir que le SDIS 49 fait partie des pionniers grâce à la ville de Cholet et Sèvres-Loire Habitat qui a fourni une borne à Cholet. Et depuis ce matin, nous déployons ce système sur l'ensemble du département, ce qui concerne 25% de la population résidant dans des bâtiments collectifs. Alors, est-ce que réellement ce badge va sauver des vies ? Alors, le badge en question, c'est celui-ci. C'est une petite pièce en plastique électronique. En cas de perte, on peut le désactiver, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci que d'autres personnes que les pompiers l'utilisent. Et il permet d'ouvrir donc tous les portiers Vigic qui équipent la quasi-totalité des immeubles collectifs. Et je pense notamment à une chronique du docteur Pelou qui nous racontait l'histoire tragique d'Alexandre qui a fait un arrêt cardiaque à son domicile et qui n'a pas pu être sauvé à temps du fait des 3 barrières de digicode qui le séparaient entre le portail, le hall d'entrée, la cage d'escalier, qui ont retardé les secours et qui n'ont pas permis de le sauver à temps. Grâce à ce petit badge à quelques euros, on va pouvoir donc gagner de précieuses minutes. Est-ce que c'est un dispositif coûteux pour le SDIS ?
Alors pour le SDIS, il n'est pas coûteux grâce justement au partenariat que l'on a fait avec les bailleurs sociaux, ce qui est une première à ma connaissance à l'échelle nationale. Donc grâce à Podelia, Maine-et-Loire Habitat, Angers-Loire Habitat et Sèvres-et-Loire Habitat, ces derniers nous ont fourni les bornes d'encodage qui nous permettent le fonctionnement de ce badge. Et le SDIS n'a à sa charge que le coût du plastique des badges qui vaut quelques euros pièce. Ça veut dire que pour les autres immeubles, vous êtes toujours condamné à sonner à l'interphone? Donc tout à fait, les immeubles qui ne sont pas équipés Vigic, soit il faut que quelqu'un nous ouvre la porte. Donc je conseille d'ailleurs à vos téléspectateurs que lorsqu'ils font le 18 ou le 112 pour une demande de secours, qu'ils aillent missionner quelqu'un de leur entourage, un voisin, un ami, qui peut nous accueillir depuis la voie publique jusqu'à l'appartement en question, de façon à nous faciliter la tâche, car évidemment on ne connaît pas tous les locaux du département. Concrètement, quand quelqu'un vous appelle, c'est parfois difficile d'arriver jusqu'à lui rapidement? Oui, bien sûr, parce que les immeubles sont de plus en plus complexes, avec des caractères architecturaux qui font qu'il y a des jardins, des demi-étages, des différents paliers, etc. Et donc forcément, on ne connaît pas tous les accès à ces immeubles. Donc il est important que des gens puissent nous guider et nous amener au plus près de la victime dans les meilleurs délais. Alors vous le disiez, vous êtes l'un des premiers services à vous équiper de ce petit badge. Vous allez le tester combien de temps et quel retour vous allez donner aux autres? Donc grâce au retour qui a été fait sur Cholet, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc nous, on le développe là complètement à l'échelle départementale. Et pour nos autres collègues pompiers des autres départements, nous allons faire des publications dans la presse pour diffuser la bonne parole, si j'ose dire, et les inviter à adopter ce système. Et je suis en relation avec un de mes collègues à Rennes qui l'a développé pour la ville de Rennes et qui le développe également maintenant pour leur département. Donc c'est quelque chose qui se met en place à l'échelle nationale. Alors ça veut dire qu'il y aura un de ces badges dans chaque véhicule, sur chaque pompier? Donc tous les véhicules de première urgence, à savoir les ambulances et les fourgons d'incendie, en sont dotés. Les autres véhicules n'interviennent pas ou interviennent pour des fuites d'eau, des choses beaucoup moins urgentes. Donc ces derniers ne seront pas dotés de façon à rationaliser les coûts. D'accord. Merci Mais de rien. de vos explications, Nicolas Quélin. On passe au football. Le calendrier de la Ligue 1 s'accélère après avoir battu Monaco samedi soir à Jambouin. Les hommes de Stéphane Moulin ont de nouveau 90 minutes ce mercredi soir pour faire la différence face à Reims, une équipe relégable. Samedi rebelote avec la réception de l'Olympique lyonnais. Alors comment le staff angevin appréhende-t-il le déplacement de mercredi? Réponse dans ce reportage de Thierry Lardeux. Je considère que si on gagne à Reims, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas fait, loin de là, et ça sera difficile, je considère qu'on aura un pied et 4 orteils en Ligue 1. Voilà. Parce que 17 points d'avance à 14 matchs de la fin, il n'y a rien de terminé, mais quand on n'est pas dans une bonne spirale, c'est compliqué quand même de refaire autant de points en si peu de temps. La motivation semble donc toute trouvée pour l'équipe de Stéphane Moulin. En cas de succès mercredi soir en Champagne, les Angevins pourraient en effet commencer à faire sauter quelques bouchons. Pour prendre 3 points à cette équipe rémoise, premier relégable, avec 14 longueurs de retard sur le SCO, il faudra composer sans Billy Ketkeofomfon, blessé, et peut-être sans Sherendoy, souffrant. Il faudra surtout repousser les assauts d'une équipe rémoise, déjà condamnée à faire un résultat contre Angers pour ne pas tomber encore un peu plus bas. Leur terrain est encore pire que le nôtre. On sait qu'ils ne procèdent pas du tout de la même manière que les Monégasques, ni dans le système, ni dans la philosophie. Donc ça sera un match complètement différent. Voilà, pour ceux qui pensent qu'on a battu Monaco 3-0, donc on va battre Reims 5-0, c'est une énorme erreur. En tout cas, nous, on en est conscients. Si malgré tout le SCO parvient à empocher mercredi soir à Delaune sa 11e victoire de la saison, il pourra sérieusement penser à mettre le champagne au frais. Il va sans doute y avoir foule. Les inscriptions pour tout Angers Bouge seront possibles sur Internet à partir de mercredi 8h. Les courses de 8, 10, 20 et 38 km sont limitées à 1300 inscrits. Pour réserver sa place sur la ligne de départ, direction le site Internet suivant www.angers-trail.fr, rubrique inscription. Pour rappel, la 7e édition de cette grande animation sportive se déroulera le 5 juin prochain dans les rues d'Angers. En basket, sachez que le parquet de la salle Jambouin va accueillir des hôtes de marque les 26, 27 et 28 mai prochains. L'équipe de France féminine de basket sera de passage à Angers pour participer à 2 tournois de préparation. Le but, décrocher une qualification pour les JO de Rio. Céline Dumerc et ses coéquipières étaient déjà venues en Anjou, à l'Arena Loire de Trélazé en 2013, pour le premier tour du championnat d'Europe.
Le salon des vins de Loire se poursuit jusqu'à mercredi soir au Parc des Expositions d'Angers. La nouveauté cette année, c'est la présence parmi les 400 exposants de producteurs de bière et de cidre de Loire. Fabrice Gadon est allé à la rencontre de 2 producteurs de cidre originaires de la région. Regardez. Ils ont attendu la 30e édition du Salon des vins de Loire pour faire leur première apparition. Les producteurs de cidre de Loire font en effet partie cette année des professionnels présents au Parc des Expositions. Et comme dans chaque stand, les rituels sont immuables. On hume, on déguste un produit bien plus subtil qu'il n'y paraît au premier abord. Il y a une variété de couleurs différentes sur le cidre. Ça va du cidre blanc au cidre rosé, passant par l'ambré. Le jaune, paille, et après vous avez une palette aromatique aussi très complexe et différente qu'on peut retrouver sur les différents cidres. Heureusement pour nous, ça a évolué dans le bon sens et avec le cidre maintenant on s'aperçoit qu'on peut faire des tas de choses, et notamment pas que le boire mais cuisiner entre autres avec. Au total, sur une aire géographique qui s'étend sur 4 départements, dont le Maine-et-Loire, on produit chaque année l'équivalent de 300 000 bouteilles. Des bouteilles qui peuvent accompagner la totalité d'un repas. On peut faire tout un repas avec un cidre, de l'apéritif au plat et avec un dessert. Donc à l'apéritif, on prend un petit cidre avec un kir par exemple. En plat, on peut faire un bœuf bourguignon au cidre, boire avec un cidre aussi, à table, accompagné d'un cidre, et aussi avec des fruits de mer. Le cidre se marie très bien. Après, en dessert, voilà, un dessert avec des pommes ou un autre dessert, une crème glacée avec un cidre demi-sec par exemple, ça va très bien aussi. Chaque année en France, on consomme l'équivalent d'1 million de bouteilles de cidre, ce qui par rapport à d'autres boissons laisse espérer à ses producteurs une belle marge de progression. Allez, avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition, c'est la ligne B du tramway qui ne se fera pas avant 2022 au mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez voir ou revoir ces JT, vous pouvez vous rendre sur notre site internet angers-télé.fr. Très bonne continuation sur notre antenne et à mercredi soir pour un nouveau JT.